Ok, c'est le traditionnel ok de début de soirée qui plaît tant à certaines personnes qui se reconnaîtront. Bonsoir à tous. Je suis bien content de pouvoir partager avec vous ce nouvel ouvrage que du coup j'ai sorti récemment avec le concours, entre autres quand même, de Dominique ici présente qui m'a bien aidé, que ce soit pour la correction orthographique, que ce soit aussi pour la mise en page. Et donc, grand merci à Dominique. Et donc, c'est un ouvrage qui parle des dauphins, qui parle aussi des expériences de John Lilly. Et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ces expériences, je vais vous en parler. Je vais, alors que j'admets aussi Diana, je vais vous les raconter un petit peu, mais je vais essayer de pas trop non plus spoiler le roman. Euh, du coup, l'idée, c'est que cette soirée, elle soit interactive, que vous puissiez me poser toutes les questions que vous voulez, que ça soit dans le chat. Donc, je vais mettre, hop, mon onglet discussion ici. Vous voyez, je vous écris un petit mot là, hop, que vous pouvez a priori tous recevoir sur votre écran. Et moi aussi, je lirai à mesure vos messages. Mais vous pouvez aussi ouvrir votre micro et me poser vos questions. Bonsoir Diana, tu m'entends bien? Bonsoir Patrick, oui, très bien. Yes. Euh, Hello Sarah. Redis-moi, Diana, tu m'as dit que c'est de la Colombie hein, que tu viens, toi. Oui, c'est Ok, ça, colombienne, voilà, tout ok, à ok. fait. Bonjour la Colombie. Bonjour, hola, buenas noches a todos. Alors, j'ai fait quelques. Bon, je vais quand même y aller parce que autrement, ils vont se dire, les gens, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ok, le roman. En tout cas, bonsoir Diana, tu es la bienvenue. Merci. Est-ce que vous avez déjà des questions ou est-ce que moi j'avais envie pour commencer de vous passer le prologue en audio qui fait 6 minutes pour répondre à la question que vous n'osez pas me poser mais que vous avez tous aux lèvres. Pourquoi 1,5 degré? Ça veut dire quoi ce titre? Puisque le roman, je vais vous le montrer quand même, le roman. Hop là, je fais écran partagé, je fais comme ça, et le voilà. Et si vous le voyez. Donc, le titre, bien en gros, qui est décalé légèrement d'1,5 degré, c'est 1,5 degré. Et c'est un roman qui parle des dauphins. Alors, pourquoi ce titre? Pourquoi 1,5 degré? Je vais vous passer le prologue. Ça va durer 5-6 minutes. Et ensuite, vous pourrez me poser des questions sur ce que vous avez compris ou pas sur ce prologue. Alors, c'est plutôt par là. Et je vais faire comme ça. Voilà. Donc là, vous entendez les cris, les sifflements de dauphins et les clics. Prologue 1,5 degré. Cela ne représente pas, ici, l'augmentation maximale de température que l'humanité s'est autorisée d'ici 2100 à l'échelle de notre chère planète bleue. 1,5 degré dans ce roman, ce n'est pas ce seuil, un peu inquiétant certes, au-delà duquel le changement climatique sera irréversible. Le possible deviendra fatalité, nécessité, prophétie enfin réalisée. C'est même exactement le contraire. 1,5 degré ici, cela représente l'écart différentiel entre la réalité historique, présentée comme une fatalité, et l'espace des possibles, celui qui est toujours ouvert, toujours vivant, toujours inédit. 1,5 degré dans ce roman, cela représente l'angle d'inclinaison que j'ai envie de faire prendre à la réalité que je décris par rapport à l'histoire officielle de John Lilly, ce neurologue qui a ouvert une brèche dans le champ de l'étude des dauphins et qui pourtant n'a pas été reconnu pour ses travaux, certes un peu originaux. Il faut dire que toute l'aventure que John Lilly a menée avec les Tursiops a été clairsemée d'erreurs de jugement ou d'ignorance physiologique qui ont abouti à un profond non-respect de l'intégrité des dauphins. Et en même temps, puisque les choses ne sont jamais l'une ou l'autre,
L'enseignement que l'on peut tirer de cette expérience est, à mon sens, magistral. Il faut dire aussi que les recherches de Lilly sur lui-même, dans son caisson d'isolation sensorielle, puis avec les molécules chimiques, ont largement, et bien malheureusement, contribué à discréditer l'intégrité scientifique de ses recherches sur les dauphins. Et en même temps, c'est paradoxalement grâce à elles que le scientifique a réussi, à mon sens, à corriger petit à petit les écueils de sa recherche éthologique. Pourquoi réécrire cette histoire, me demanderez-vous? Et qui plus est, de manière romancée, en trichant sur la réalité parfois, voire en inventant des pans entiers de l'histoire, comme s'il n'y avait qu'une histoire, qu'une seule direction, linéaire et indubitable à l'histoire, plutôt qu'une gerbe d'histoires qui partent en tous sens, à chaque instant, et qui dessine l'arbre des possibles. Imaginons, pour nous amuser un peu, que nous décidions de redessiner l'histoire commune, à partir d'un événement précis du passé, en lui faisant prendre, de manière volontaire, un angle d'inclinaison d'1,5 degré. Il vous suffira, pour saisir cela, de prendre un simple crayon de papier et de tracer, par rapport à une horizontale qui pourrait symboliser notre histoire, du moins selon la vision linéaire largement acceptée, une autre droite qui prendrait ainsi naissance en un point choisi de la ligne, sous l'impulsion d'un léger écart d'1,5 degré. Au bout de quelques centimètres, quelques mois peut-être, vous voyez déjà une différence signifiante entre les deux lignes. Au bout d'1 mètre, peut-être un siècle, il n'y aura plus rien de comparable. Les deux lignes seront trop éloignées l'une de l'autre pour être commensurables. Je vous propose de fixer le point d'origine de cette réécriture de l'histoire au tout début du mois de mai 1953, en plein océan Atlantique, entre l'État de Floride et les îles Vierges de Saint-Thomas. Je vous propose de reconsidérer l'histoire de Pita et de Taï, de Peter, de Pamela, de Sissi et de tous les autres dauphins qui ont participé, chacun à sa manière, à l'histoire de John Lilly et de son étudiante Margaret Howe. Des mois entiers de leur vie, voire des vies à part entière, ont été consacrés à cette expérience aussi cruelle que géniale. Tenter d'entrer en communication avec une espèce si différente de la nôtre. Je vous propose de réinventer cette histoire, qui s'est finie de manière tragique, en lui impulsant une inclinaison d'1,5 degré. Pas grand-chose au début, un iota tout au plus. Et puis, mais pourquoi faisons-nous cela, me demanderez-vous encore? Peut-être pour rien, pour s'amuser, pour se divertir. Et peut-être qu'au passage, nous apprendrons quelque chose d'essentiel, d'inestimable, d'ineffable. Peut-être qu'en comparant, au jour d'aujourd'hui, ces deux histoires, si peu éloignées l'une de l'autre au départ, nous réaliserons à quel point une simple réécriture insignifiante peut modifier toute la structure de notre perception du monde et ainsi changer la face du monde, la face de notre monde, celui dans lequel nous vivons, celui dans lequel parfois nous nous enfermons, comme nous enfermons nos amis dauphins dans des bassins. Alors peut-être serons-nous tentés, diablement tentés même, de vouloir construire des ponts, dresser des viaducs, recouvrir des océans, afin de rejoindre cette réalité, aujourd'hui éloignée de nous d'un peu plus d'1,5 degré. Qui sait ce qui arriverait si nous y parvenions? Voilà le prologue. Et hop, j'arrête ça. Du coup, est-ce que d'où vient l'idée de parler des dauphins dans un récit romancé? Merci Oussam pour ta question. Déjà, je vais y répondre. Juste avant, est-ce que ça vous a permis de comprendre un peu mieux l'idée de 1,5 degré qui parcourt en fait le roman? Si vous le lisez, vous verrez. L'idée étant de réécrire l'histoire, non pas juste pour se divertir, mais parce qu'à chaque instant, c'est ça mon idée essentielle, à chaque instant, réécrire l'histoire, c'est lui donner la chance d'être autre que ce qu'elle est. C'est vraiment influer sur le cours de l'histoire. Ça peut vous paraître bizarre, ça peut vous paraître même fantasmatique, mais si je réécris ma propre histoire en allant chercher un événement du passé,
et en le revisitant, ce que je fais tout le temps en fait, quand vous y réfléchissez. À chaque instant de ma vie, je réécris mon passé en permanence. Je vous mets au défi de me donner un seul souvenir de première main de votre passé que vous n'ayez pas déjà revisité plusieurs fois, en le modifiant d'une manière ou d'une autre. Donc l'idée, c'est de faire ça, l'idée ici, mais de manière cette fois-ci volontaire. Et de voir qu'est-ce que ça peut changer dans ma perception du monde et des dauphins. Réinterpréter les faits ou les événements, c'est ce que nous faisons tous les jours. Exactement, Sarah. C'est ce que je disais. Alors, pourquoi les dauphins? Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'étude d'où c'est parti? Bien sûr. Ouais, j'ai envie. Je vais vous en parler. D'où vient l'idée de parler des dauphins dans un récit romancé, Oussam? Alors ça, c'est la question la plus embêtante de la soirée. À vrai dire, je ne sais pas. Et ma réponse, je ne sais pas si elle va te plaire, mais je me suis laissé guider. C'est ce que je fais assez souvent. Je me suis laissé guider par une intuition qui m'est arrivée cet été et qui est arrivée comme une évidence. Je me rappelle encore, j'étais en train de me balader avec Sophie, ma compagne, dans la, je sais plus, la Chartreuse. Et je lui dis, en fait, j'ai envie d'écrire un roman sur les dauphins. Et elle me dit, parce qu'elle me connaît bien, tu vas le faire. Hein. Et je dis, ouais, vraiment, j'ai vraiment envie. Alors, moi, l'eau, c'est mon élément principal depuis mes 7 ans. Quand ma mère m'a foutu dans un bassin de piscine en me disant, vas-y, nage et puis tu vas développer ta musculature. Et à l'époque, je buvais la tasse et je vomissais après chaque entraînement de piscine. Puis elle a insisté, comme elle sait faire. Et finalement, j'ai arrêté de vomir petit à petit et j'ai commencé à nager. Et donc, j'ai nagé jusqu'à mes 18 ans en compétition, en natation. Et après, j'ai arrêté parce que ça m'ennuyait. Du coup, j'ai commencé à faire du hockey subaquatique. C'est du hockey sous l'eau en apnée. Et du coup, pendant encore, je sais pas, 17, 18 ans, j'ai fait du hockey subaquatique en compétition. Et du coup, l'apnée, je l'ai travaillé à fond. Mais j'avais pas l'idée que je pourrais aller utiliser tout ce rapport avec l'eau pour aller visiter les dauphins parce que j'avais cette idée à l'époque, avant de vraiment fouiller sur Internet et de rencontrer notamment Eric, que quand même, le fait d'aller nager avec les dauphins, c'est un sacré tourisme. Et notamment qui n'est pas toujours très respectueux des dauphins. C'est vraiment le spot sur Internet, nager avec les dauphins en liberté. Et on a plein d'organismes qui proposent ça, notamment en mer Rouge à côté d'Hurghada et vers Marsa Alam, dans notamment la fameuse baie comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus, là, je viens de zapper la baie, où il y a plein de spinners qui viennent dormir la journée. Donc, j'avais l'idée et j'avais l'envie, mais je me disais que non, ce n'était pas quelque chose de… Donc voilà, quand j'ai commencé à vraiment me renseigner sur les dauphins de manière scientifique pour pouvoir étayer mon roman. Je me suis dit à un moment donné, c'est pas possible, il faut que j'aille les voir vraiment, les dauphins, si j'ai envie de parler d'eux. Et donc j'y suis allé et ça a été un gros boom dans ma tête, comme ça l'est pour chaque personne, je pense, qui va visiter les dauphins en liberté, en vrai. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'étude d'où c'est parti? John Lilly. Je vais vous mettre 2-3 slides pour vous montrer le personnage. C'est un gars, John Lilly, que j'ai découvert il y a pas mal d'années aussi. Et dans mon premier bouquin, en 2016, je crois, j'en parlais déjà comme vraiment d'un précurseur pour moi du voyage intérieur et du voyage psychédélique sans psychédélique, c'est-à-dire sans substance chimique. John Lilly. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Je l'ai mis ici. Donc, je vous montre un peu le personnage. Si tu veux bien te mettre ici. Voilà. Je vous montre un peu le personnage. C'est ce gars-là. Et donc, il est décédé en 2001. Et donc, à la base, c'est un neurologue. Et il a un passé, John Lilly, qui est assez impressionnant, parce qu'il a commencé à du coup, étudier les humains avant de s'intéresser aux animaux, et notamment aux dauphins. Et il avait pour principe d'essayer sur lui tout ce qui faisait subir, ou la plupart de ce qui faisait subir
aux gens sur lesquels il expérimentait. Et c'est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux expériences extrêmes, aux expériences paroxystiques. Il a collaboré avec la NASA sur des projets sur la résistance du corps humain à des accélérations de vitesse assez impressionnantes, dans l'idée ensuite de pouvoir aller dans l'espace. Et c'est lui qui a créé, ou plutôt qui a amélioré, ce fameux caisson d'isolation sensorielle. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Alors, il en existe maintenant dans toutes les villes quasiment, mais qui sont un petit peu modifiées. Et pour une soixantaine d'euros, on peut aller visiter un caisson d'isolation sensorielle. Du coup, c'est une espèce de grosse bulle avec de l'eau dedans qui est chargée en chlorure de magnésium. Et le chlorure de magnésium, ça fait qu'on flotte. C'est vraiment saturé en chlorure de magnésium. Et donc, c'est une eau qui est à température du corps. Et le caisson, il est isolé phoniquement. Il se referme comme un œuf sur toi quand tu es à l'intérieur. Et donc, il est totalement noir. Et toi, tu t'allonges sur l'eau, tu flottes, mais vraiment totalement. Et tu n'as plus de lumière, tu n'as plus de son. Tu es soutenu par un liquide qui est à température corporelle. Du coup, au niveau des sensations proprioceptives, il n'y a quasiment plus rien. Et ce qu'a montré John Lilly, il a fait des expériences toute sa vie en question d'isolation sensorielle, c'est que cet état de privation sensorielle crée, comment on pourrait dire, euh, en fait, le corps est tellement pas habitué à ne pas recevoir des perceptions en permanence qu'il pète un câble, si vous voulez. C'est-à-dire que tout ce que je pourrais percevoir de moi à chaque instant, mais que je ne perçois pas tellement je suis sollicité par l'extérieur, et ben ça revient et ça fait un gros boom intérieur, un peu comme quand je prends des psychédéliques. Par exemple, le fameux LSD des années 60 dont je vous parlerai, ou les plantes médecines péruviennes ou des choses comme ça, l'ayahuasca ou africaine, la racine, l'iboga, des choses comme ça. Et le psychédélique, entre parenthèses, ça veut dire révélateur d'âme. C'est-à-dire, c'est vraiment une substance qui ne provoque pas d'hallucination pour moi, mais qui vient vous montrer en face les contenus inconscients qui sont en vous à chaque instant et qui là vous pètent à la gueule, pour le dire comme ça. Et du coup, le question d'isolation sensorielle, c'est un peu la même chose. C'est vraiment une expérience intéressante. Et donc, John Lilly, il a fait des expériences en question d'isolation sensorielle. Il a tout noté pendant des années. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces expériences-là avant de m'intéresser à sa relation avec les dauphins. Alors, juste, je vous montre quelques photos parce que ça, c'est les premières expériences qu'il mène dans les années 50 avec des dauphins. Et très honnêtement, à cette époque-là, il est, comment on va dire, il est dans son paradigme matérialiste, mécaniste. Il étudie le cerveau des dauphins principalement et il essaie de montrer que l'intelligence des dauphins étant proportionnelle à leur cerveau et leur cerveau étant aussi gros que le nôtre, ils ont une intelligence équivalente à la nôtre. Ça, c'est son but. Et donc, pour le faire, bah, il va faire des expériences sur les dauphins qui sont quand même méga cruelles. Et notamment, il y a tout un chapitre dans mon roman, c'est le deuxième chapitre, où je parle de cette fameuse journée du, je crois, 5 mai 1953, où il va tuer 5 dauphins en les endormant, parce qu'il ne sait pas qu'un dauphin, si on l'endort avec une substance comme anesthésiante, bah, il crève. Il crève parce que sa respiration, elle est volontaire. Le dauphin, il n'a pas de système de respiration automatique. Il est obligé de vouloir respirer. Il est obligé de respirer consciemment. Si vous l'endormez, il arrête de respirer et il crève. Alors, en plus de ça, si vous l'endormez, il se fait écraser par son propre poids. C'est un turciops, c'est quand même 200-300 kg quand c'est un aduncus, c'est jusqu'à 400 kg quand c'est un turciops truncatus. Et du coup, c'est quand même une bonne grosse masse. Et donc, il se fait écraser par son propre poids. Ses poumons, ils sont écrasés. Et puis, de toute manière, il s'endort, donc il étouffe. Et donc, ça, moi, ça m'a vraiment ému quand j'ai découvert ça. Et visiblement, John Lilly, ça ne l'a pas tant marqué que ça, de ce que j'ai pu comprendre des années qu'on suivi. Et donc, j'ai inventé dans mon roman quelque chose qui n'existe pas dans l'histoire, qui est une reviviscence, 10 ans plus tard, dans son question d'isolation sensorielle, une reviviscence de cette journée-là. Et je me suis inspiré d'un récit d'Elisabeth Kubler-Ross, que
peut-être que vous connaissez, qui est une personne qui a accompagné les gens dans les dernières phases de leur vie pendant des années aux États-Unis et qui raconte dans un bouquin une nuit où elle a dû vivre une par une toutes les morts des personnes qu'elle avait accompagnées jusqu'à présent. Toutes les morts. Il y en avait des dizaines et des dizaines. Et elle les a revécues à la place des personnes pendant cette nuit-là, en étant dans les personnes. Et ça aussi, ça m'avait beaucoup marqué. Et du coup, j'ai imaginé dans mon bouquin une scène où John Lilly revit en première personne subjective à la place des dauphins la mort de chacun des dauphins qu'il a tués cette journée. Et parce que je voulais montrer le changement que ça pouvait faire chez lui, le changement de paradigme, le début de changement de paradigme, parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez, on va dire, dur au changement, John Lilly, la transformation que ça pouvait avoir sur lui de pouvoir se mettre à la place des dauphins. Voilà, et à partir de ce moment-là, j'ai imaginé quelque chose dont je ne sais pas du tout si c'est passé comme ça dans la réalité, en tout cas pas tout de suite, mais j'ai imaginé plein d'épisodes où John Lilly va à nouveau, la nuit, dans ses rêves, croiser la subjectivité des dauphins. C'est-à-dire soit qu'ils soient à leur place et qu'ils vivent des choses en étant dans la peau des dauphins, soit que les dauphins puissent communiquer avec lui de manière télépathique. Ça, c'est réellement arrivé, mais beaucoup plus tard dans la vie de John Lilly. Il lui a fallu beaucoup plus de temps pour commencer à réellement penser que la télépathie pouvait être une manière, la communication intuitive, si vous voulez, pouvait être une manière de communiquer avec les dauphins. Voilà. Donc, John Lilly, au début, il était assez. Ça, c'est John Lilly en, je crois, 1956, avec ce qu'on appelle le 6e dauphin. Puisque les 5 premiers, en 1953, il les avait tués dans cette fameuse journée. Et du coup, il s'était quand même arrêté de faire des recherches pendant 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus. Et il a recommencé avec un dauphin, donc en ayant inventé une nouvelle manière d'expérimenter sur le cerveau du dauphin en 1956. Et c'était le 6e dauphin. Alors évidemment, dans le roman, je lui donne un nom et je raconte son histoire. Et je montre aussi comment il a rencontré John. Et donc, c'est toute une intrigue qui va voilà, qui se dévoile progressivement sur la rencontre de John Lilly et de Pita, puisque le 6e dauphin dans mon roman, c'est Pita. C'est un personnage assez important du roman. Voilà. Et j'ai pas envie de trop de vous en raconter, mais il y a vraiment plein de choses qui vont se passer entre John Lilly et Pita et qui vont quand même lui mettre la puce à l'oreille aux scientifiques, qui est quand même encore un peu matérialiste. Mais voilà, je ne suis pas certain de tout vouloir vous dire maintenant, mais des choses assez intrigantes. Peut-être je vous en parlerai plus tout à l'heure. Et alors ça, c'est une photo que j'aime bien. C'est John Lilly vers la fin de sa vie. Et vous voyez quand même que entre ce gars-là, qui est quand même vraiment bien carré, bien rigide, vraiment le scientifique de base, entre guillemets, excusez-moi les scientifiques, et qui va, du coup, là, cette photo-là, il a fait des années d'expérience en question d'isolation sensorielle. Il a commencé à tester aussi, comme d'autres personnes de son époque, par exemple Aldous Huxley, le romancier britannique, qui a testé le LSD et la mescaline pendant les 10 dernières années de sa vie. Donc là, il a commencé à faire des expériences sous LSD, John Lilly, et il a commencé à entrevoir toute l'absurdité de ses recherches sur les dauphins. Donc là, il est déjà bien marqué et il est déjà bien vilipendé par l'opinion commune parce qu'un scientifique qui fait des expériences sous LSD, bah, c'est plus vraiment un scientifique, ça devient un peu un savant fou. Voilà. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, moi, dans l'expérience de John Lilly, c'est sa rencontre avec une femme, une jeune femme, Margaret O, une jeune étudiante. Et elle va quand même aussi beaucoup marquer les recherches de John Lilly. On est dans les années 60 et John Lilly, à cette époque-là, il a créé un centre à part entière dans l'idée non plus d'aller trifouiller le cerveau des dauphins, parce qu'avec ses expériences en question d'isolation, il a déjà commencé à maturer un peu. Son idée, là, c'est d'aller apprendre à communiquer avec les dauphins. Et il est aidé en cela par la NASA, qui s'intéresse beaucoup à l'époque à la communication interespèce
Parce que le but de la NASA, c'est d'entrer en communication avec des espèces extraterrestres. Et elle a cette idée, il y a des gens à la NASA qui ont cette idée que si on arrive à décoder le langage des espèces animales intelligentes qui vivent sur notre planète et à communiquer avec elles, alors on pourrait arriver à communiquer avec des espèces extraterrestres. Voilà l'idée. Et du coup, elle va financer tout un projet que John Lilly va mettre en place, où il va construire une méga grosse villa dans les îles Vierges. Donc les îles Vierges, c'est entre, on va dire, Cuba à gauche, la République dominicaine, et puis à droite, il y a la Guadeloupe. Donc c'est par là-bas, entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, dans l'océan Atlantique. Et il va construire toute une villa au bord de la mer, avec des bassins dans la mer, où les dauphins peuvent être vraiment dans la mer, mais en même temps sécurisés, entre guillemets, par des grillages, et puis des bassins à l'intérieur de la villa. Et l'idée de John Lilly, c'est de monter des expériences où l'humain et le dauphin coexistent pendant 24 heures sur 24 et puissent apprendre à communiquer, justement parce que le contact ne s'arrête jamais. Et que du coup, jour et nuit, une personne, donc là c'est Margaret O, va jour et nuit rester avec, du coup là c'est Peter, le dauphin, qui est à ses pieds. Et il y a de l'eau dans toute la villa, enfin en tout cas dans beaucoup de parties. Et du coup, Margaret O, son lit, il est surélevé, mais il est dans une pièce qui est remplie d'eau. Il est trempé en permanence, elle est trempée en permanence, tout est trempé en permanence. Et elle va rester pendant une semaine avec, alors au début c'est une semaine avec Pamela, une autre delphine. Et puis ensuite, elle va rester pendant, je crois, 10 semaines, 2 mois et demi avec Peter, jour et nuit, avec cette idée d'entrer en communication avec lui. Alors, l'idée de John Lilly, qui s'avère être un gros fiasco, c'est d'essayer d'apprendre l'anglais à Peter. C'est que Margaret apprenne progressivement à Peter à parler la langue humaine pour pouvoir entrer en communication avec lui. Et ce que va montrer l'expérience, c'est que, bon, effectivement, elle ne va jamais réussir à apprendre l'anglais à Peter, parce qu'il y a déjà des problèmes physiologiques. Et puis ensuite, parce que ce n'est pas ce qui l'intéresse, lui, Peter. Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'apprendre à Margaret des choses. Et d'apprendre à Margaret à communiquer avec lui à travers son langage. Alors, il va essayer vraiment d'humaniser le plus possible ses sons. Il va vraiment aboutir à des sons très humanoïdes. Et en même temps, il va apprendre énormément de choses à Margaret et elle va en sortir totalement changée. Mais ça, c'est pas ce que l'on peut dire à la NASA pour les convaincre qu'on a réussi à communiquer avec les dauphins. Donc, c'est la partie un peu ésotérique que moi, j'avais envie de raconter dans le roman. Du coup, il y a vraiment toute une partie du roman qui est chargée de raconter ce que Margaret va apprendre au contact de Peter. Alors, j'ai repris des éléments de son journal de bord à Margaret, et puis j'ai aussi brodé pas mal d'éléments pour pouvoir aller le plus possible dans le relationnel, mais en même temps d'être très réaliste. Donc là, voilà, on a Margaret qui est dans l'eau en train de caresser, de brosser Peter, qui aime beaucoup ça. Et puis, on a ces magnifiques photos où alors, Margaret, elle s'est fait couper les cheveux parce que, en fait, c'était trop insupportable d'avoir les cheveux trempés en permanence. Vous imaginez, jour et nuit. Du coup, c'est pour ça qu'elle a adopté pour l'époque une coupe un peu originale, entre guillemets. Toujours pareil, Peter, là, qui se frotte contre Margaret. Alors, la relation entre Margaret et Peter, au bout de quelques semaines, 4-5 semaines, je crois, a commencé quand même à faire des vagues dans les médias puisque Peter n'était pas insensible au charme de Margaret, et notamment, il le montrait bien, notamment au niveau de ses érections et au niveau de sa volonté de se frotter le plus possible à Margaret. Et, et comment on va dire ça, la relation entre les deux a évolué d'une manière qui a choqué l'Amérique puritaine de l'époque, puisque Margaret s'est autorisée pour pouvoir continuer à être en relation avec Peter. Quand il était trop excité, c'était plus rien possible de faire avec lui. Du coup, elle s'est autorisée à le soulager sexuellement avec sa main. Elle l'a dit dans son journal de bord plusieurs fois. Et ça a fait des vagues, ça a achevé de décrédibiliser toute l'expérience de John Lilly. Ça a abouti par exemple à cet article dans le journal du coin qui disait donc Interspecies Sex, Human and Dolphins, avec cette photo très suggestive.
je peux imaginer quand Margaret O et quand John Lilly ont découvert ce torchon et donc qui vilipendait totalement l'expérience, ce que ça a pu leur faire. Ça a été un des trucs qui ont contribué à achever cette expérience. Voilà. Pour la petite histoire, mais je n'ai pas envie de tout vous raconter tout de suite. Ce qui a vraiment arrêté l'expérience, je crois que c'était en 1964 ou 1965, je le dis dans le roman. C'est juste une nuit que John Lilly a passé dans son caisson d'isolation sensorielle, où là, il a rencontré une énergie, on va dire, qui lui a dit clairement, il faut arrêter tes conneries, il faut arrêter toute cette expérience. Tu vois bien, les dauphins, ils ne sont pas dans leur milieu naturel. Là tu n'es pas dans la bonne direction. Si tu veux, on peut te montrer d'autres manières d'entrer en communication avec le dauphin, mais là tu fais des conneries. Et John Lilly l'a tellement pris au sérieux que le lendemain, non, il a pris au sérieux parce que dans la même nuit, il y a 3 dauphins de son centre de Floride, parce qu'il avait un centre en Floride aussi, qui se sont suicidés cette même nuit. Suicidés en s'arrêtant de respirer. Parce que le dauphin, s'il s'arrête de respirer, il peut aussi volontairement se suicider. Et John Lilly, quand il a appris ça, le lendemain, il a relâché tous les dauphins qu'il pouvait relâcher à la mer. Et donc, il a achevé de se décrédibiliser aux yeux de ses financeurs et de la NASA qui ont arrêté le projet. Voilà. C'est comme ça que ce projet qui était quand même assez étrange, avec plein d'erreurs, mais aussi qui était très intéressant, s'est arrêté. Voilà. Du coup, je reviens à cet écran-là. L'expérience qu'il a menée en collaboration avec Margaret est-elle vraie? Oui, elle est vraie. Peut-on dire que l'auteur s'est mis dans la peau des dauphins pour découvrir leur vie et ressentir ce que les dauphins ressentent? Merci Oussam de cette question. Et quel rapport entretient l'auteur avec les dauphins après son expérience avec eux? Est-ce que son regard qu'il avait avant cette expérience a changé ou est-ce qu'il est resté le même? Ok. Oussam, je ne sais pas si tu parles de l'auteur, c'est-à-dire de moi, l'auteur du livre, ou de l'auteur de l'expérience, c'est-à-dire John Lilly. Tu peux me répondre avec le micro si tu veux. Ah, tu as peut-être répondu. C'est vrai qu'il a une petite tête d'after. Vous-même. Ok, merci Oussam. Oui, effectivement, John Lilly avec son chapeau en mode hippie, à la fin, il a bien fait rire les médias. On l'invitait un peu pour ça d'ailleurs. Je relis ta question. Alors, quel rapport j'entretiens avec les dauphins? Bah, c'est un peu étrange parce que du coup, en vrai, je les ai vus qu'une fois dans ma vie, les Tursiops aduncus de la mer Rouge. Euh, et donc, ça m'a vraiment marqué hein, parce qu'en fait, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'accueil qu'ils nous font. J'en ai chialé en fait toutes les larmes de mon corps quand j'ai réalisé que j'avais été accueilli. Mais accueilli d'une manière que je ne pouvais même pas imaginer en fait. C'est incroyable. C'est inexplicable cet accueil que peuvent nous faire les dauphins. Vraiment. Donc ça m'a profondément marqué. Et après, quand j'ai écrit, du coup, je me suis mis, on a fait ce voyage en octobre, je crois, entre les 2 vagues de confinement. Et je me suis mis à écrire le bouquin dès que je suis revenu. Et du coup, je ne savais pas trop où j'allais, mais j'ai été porté. Donc les 3 quarts, on va dire, c'est l'écriture intuitive. Vraiment, hein, c'est-à-dire, je ne sais pas si je devrais le dire comme ça, mais je partais au début d'un chapitre sans savoir où j'allais. Et j'écrivais, et les choses et je relisais, je dis waouh, ok, c'est ça qui vient. Et du coup, je suis super content de découvrir aussi ce qui s'est dit, notamment tous les dialogues avec les dauphins. J'ai absolument rien prévu. Et donc, est-ce que c'est de la communication intuitive? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est que j'ai une imagination méga fertile? Peut-être aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment été étonné par ce qui s'écrivait sous ma plume, et même au niveau philosophique et spirituel, parce que le livre va de plus en plus vers des enseignements philosophiques, on va dire. Et c'était trop bien de voir ça se concrétiser sur les pages. Donc moi, ça m'a marqué aussi. Est-ce que ça m'a changé? C'est une question difficile, Oussam, parce que en vrai, je suis un peu comme John Lilly. C'est pour ça que je l'aime bien d'un certain point de vue. C'est que je suis une espèce de rationaliste forcené à la base, qui a quand même un paradigme
mentale, philosophique et spirituelle qui est maintenant bien ancrée et que j'aime profondément, hein. Et du coup, je ne suis pas certain d'avoir changé ce paradigme-là. Moi, ce qui a changé en moi depuis la rencontre avec les dauphins, c'est quelque chose qui est émotionnel. Ce n'est pas quelque chose qui est philosophique ou quelque chose qui est spirituel, c'est quelque chose qui est émotionnel. Ça, je me rappelle encore quand je suis revenu du voyage, le dernier jour, je suis allé visiter l'Égypte et je n'ai pas bien fait de faire ça parce que l'Égypte, c'est vraiment pauvre, hein. Vraiment, vraiment pauvre. Et j'ai été confronté à la merde, la misère sociale, le fossé entre les plus riches et les plus pauvres qui est aberrant là-bas en Égypte. Et j'ai chialé toute la journée de ma visite. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et j'ai bien vu qu'il y avait une brèche qui avait été ouverte quoi, de cet accueil qu'ils nous avaient fait. Donc c'est ça que ça a changé. Voilà. Et c'est avec cette vulnérabilité que j'ai commencé à écrire le roman. Et donc ça donne des. Alors ça donne le premier chapitre qui est très enfantin, parce que c'est l'enfance de Pita. Et je me mets dans la peau de Pita enfant, donc c'est très très enfantin, infantile peut-être même. Et le deuxième chapitre où je me mets dans la peau des dauphins qui sont tués par John Lilly, où là c'est dur à supporter. Et voilà, et chaque chapitre, en fait, c'est vraiment intuitif, donc c'est vraiment émotionnellement coloré différemment de chapitre en chapitre. Comment on peut être philosophe et rationnel? Comment je prends cette question? En fait, c'est un pléonasme à la base. Tiens, chat, les philosophes. Le philosophe est rationnel, Nathalie, à la base. Donc, je ne sais pas trop si ta question était ironique ou pas, mais je vais la prendre au sens premier. Le philosophe est un sacré rationaliste. Et moi, je parle des philosophes que j'ai rencontrés dans mon existence, ceux que j'ai lus, Platon, Descartes, Kant, Hegel, Spinoza. Vous allez me dire, ok, tu choisis pas n'importe qui, mais c'est quand même vraiment des rationalistes forcenés. Et moi, j'avais cette idée quand j'ai découvert Spinoza il y a quelques années, que oui, effectivement, le monde pouvait être, comment on va dire, schématisé, structuré, un peu comme une espèce de vaste Tetris dans lequel tout pourrait être à sa place comme ça. Et c'était ça mon idée. Donc vous voyez quand même, et c'est vraiment, j'ai l'impression, alors c'est une projection peut-être, c'est vraiment avec cette idée-là que John Lennon il part dans la vie aussi. C'est pour ça que je me suis vachement identifié à lui et que j'ai essayé de montrer quelle pouvait être l'évolution d'un personnage qui partait comme ça dans la vie. Et bien sûr, j'ai aussi pris en compte ma propre évolution parce que, évidemment, j'ai eu des expériences de conscience modifiée, des expériences qu'on appelle paroxystiques ou des choses comme ça, avec la respiration holotropique, avec les plantes médecines, avec d'autres choses aussi. Et donc, je sais aussi ce que ça fait que de se faire bouger dans ces paradigmes et faire ouh. Et du coup, je reste quand même a priori lucide et je ne vais pas me mettre un chapeau avec une queue de raton laveur tout de suite derrière la tête. Mais je peux comprendre l'évolution de John Lilly. Son dernier bouquin, c'est, je crois, The Eye of the Cyclone, l'œil du cyclone. C'est là où il est, quoi, dans l'œil du cyclone. Et c'est super intéressant de s'imaginer que tout tourne autour de toi et que tu essaies de rester centré. Quand tu es dans des états de conscience modifiée, c'est vraiment ça qui se passe, quoi. Et si tu n'es pas centré, l'expérience peut être terrible. Voilà. Du coup, j'ai envie de vous montrer des dauphins. Je trouve qu'au contraire, même si la philosophie, même si elle organise sa pensée, elle déplace les lignes et réinvente les formes. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi, Nathalie. Le problème, Nathalie, c'est que j'ai fréquenté le milieu universitaire. Le milieu philosophique universitaire. Et faire bouger les lignes dans le milieu philosophique universitaire, je peux te dire, c'est pas facile. Moi, mon mémoire de la géométrie de la pensée logique, ouais. Mon mémoire de master, quand j'ai fait mes études, c'était sur la conscience animale. C'était déjà, hein, c'était en 2005, donc oui, il y a 16 ans.
Et l'idée, c'était d'enfoncer un pieu dans la philosophie post-cartésienne qui voudrait que les animaux n'aient pas de conscience. Et combien de collègues, profs de philo, enseignent encore régulièrement à leurs élèves que de toute manière, l'animal n'a pas de conscience, ou s'il a une conscience, c'est une conscience perceptive. C'est-à-dire, en gros, il perçoit son environnement, mais il ne va pas aller réfléchir dessus, quoi. Puis si jamais il réfléchit dessus, ce n'est pas une réflexion abstraite. Il n'est pas capable de formuler des concepts abstraits et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait pouvoir formuler des concepts et dialoguer avec le langage humain pour pouvoir avoir une réflexion abstraite réellement? Et c'est un truc qu'on s'est peut-être jamais demandé ou pas trop. J'avais envie de questionner ça aussi. Quand vous voyez la puissance de l'intelligence relationnelle du dauphin, dont j'ai envie de vous parler un peu aussi, vous voyez bien qu'il y a une réflexion évidente de la part du dauphin. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme. Et ils ont beaucoup à nous apprendre au niveau de l'intelligence relationnelle, qui nous manque quand même cruellement, nous autres. Tiens, si vous voulez, non, je vais quand même déjà vous partager une petite vidéo hein, pour couper un peu le truc. Ça fait déjà 45 minutes. Puis ensuite, il reste encore beaucoup de lignes à bouger, ouais. Et ensuite, je vous en reparle. Donc, juste, j'avais pas fini quand même. Mon mémoire de master, c'était sur la conscience animale. Et ça n'a pas été facile de faire accepter ça. Ensuite, quand j'ai parlé philosophiquement des expériences paroxystiques et des expériences de mort imminente, parce que je me suis intéressé pendant des années aux expériences de mort imminente, là, les collègues de philo m'ont dit, là, je crois, Patrick, tu outrepasses la philosophie, en fait. Ce n'est pas de la philo que tu nous fais là. C'est plutôt de la spiritualité. Tu es passé du côté obscur de la force. Et c'était intéressant parce que d'un autre côté, le monde de la spiritualité, quand j'en parlais, me disait, mais là, Patrick, ce que tu nous fais, c'est pas vraiment la spiritualité, c'est de la philosophie. C'est trop philosophique. Et j'étais là, ok. Donc, je suis où alors bah, en fait, je m'en fous. Juste quelque chose qui m'intéresse, j'ai envie de le faire découvrir et ensuite, après, les gens, ils mettent ça dans la case qu'ils veulent. Le roman, c'est un peu ça. C'est un peu, mettez-le dans la case que vous voulez. Je ne sais pas trop dans quelle case le mettre. À chacun de voir. Alors, j'ai envie de vous montrer. Ça va? Vous êtes encore vivant? Ça a l'air. J'ai envie de vous montrer des dauphins, hein, quand même. Et je vais vous montrer la vidéo qu'a fait récemment Eric, dont je vous ai parlé, Eric Demet, qui est assez belle. Et donc, c'est une vidéo sur la manière éthologique d'aller voir les dauphins, donc en mer Rouge, et sur les différentes choses. Alors, c'est pas très long, c'est 6 minutes. Puis, c'est vraiment un tout petit aperçu de ce qu'on peut faire. Mais c'est intéressant déjà d'aller voir ça. Alors, elle est là-dessus. Est-ce que j'ai partagé mon écran ou pas encore? Je crois pas que j'ai partagé. Non, je n'ai pas partagé. Je fais ça, c'est mieux. Où est-ce que c'est? Ah, c'est là. Et hop, et voilà. Et on va y arriver. Avec le son. Est-ce qu'il y a du son? Yes. Ça, c'est avec sa super caméra 360. Ça donne des effets assez sympas. Donc là, c'est Eric Demet qui est à la proue du bateau. Et on voit Dominique, 2 crans sur la gauche. Donc ça, c'est les Tursiops aduncus qui se reconnaissent parce que quand ils vieillissent, ils ont des petites taches qui apparaissent partout sous le ventre. Et donc, il leur a donné à chacun un petit nom. Alors, peut-être pas tous, parce que je crois qu'ils en ont recensé plus de 300 dans la baie dans laquelle ils vont les voir. Mais ça fait des années qu'ils les recensent, notamment avec vous allez voir plus tard, la photographie des ailerons, et qu'il sait les suivre au fur et à mesure des années. Donc là, Daniel, il a l'air d'être bien intéressé pour discuter. Et je ne sais pas si vous entendez les clics qui nous balancent. Il est en train de nous faire une échographie.
Laura, c'est assez spécial, si je me souviens bien de ce que m'a dit Eric. C'est une femelle qui est un peu atypique dans sa troupe de dauphins, qui est assez similaire à ce qu'on appelle les dauphins ambassadeurs au niveau de son comportement, très très proche des êtres humains, et en même temps plus difficile de s'intégrer dans son clan, dans son groupe, parce que les dauphins vivent en bande, en clan, en groupe, appelez ça comme vous voulez, et ont des comportements sociaux très spécifiques à chaque groupe. Et Laura, visiblement, comme ça peut arriver chez les humains, a plus de mal, comme Dolphy, dont je parle à la fin de mon roman, a plus de mal à interagir avec les autres dauphins. Elle est un peu différente. Alors quand il lâche des grosses bulles comme ça, c'est qu'ils sont pas contents en général, ou surpris ou pas contents. Et alors là, on commence à voir un entremêlement. Tiens, j'ai envie de vous faire voir, après si j'ai le temps, si vous voulez, une scène qui a été filmée très belle d'un accouplement entre une delphine et 4 dauphins. Parce que les dauphins mâles sont souvent en bande de 4. Dès un âge assez jeune, ils se mettent à 4 et ensuite ils ne se séparent plus. La bande des 4 loupards, ils vont sillonner les mers à la recherche de groupes de femelles. Du coup, on reconnaît aussi plus ou moins facilement les mâles des femelles en regardant sous leur ventre l'endroit de leur sexe qui est rentré pour les mâles la plupart du temps et beaucoup plus proche chez les femelles de leur anus que les mâles. Là, ils viennent me faire des coucous à la caméra. C'est assez chaud d'imaginer que pour un dauphin, la nuit est consacrée à la chasse et la journée est consacrée alors à des phases de repos, parce qu'ils dorment quand même pas mal pendant la journée. Toujours un œil fermé et la partie du cerveau concomitante qui est endormie, le gauche ou le droit, et ensuite et l'autre partie du cerveau et l'autre œil est ouvert toujours. Donc ils ne dorment jamais totalement. Et quand ils ne dorment pas, ils jouent, ils communiquent. Ils font l'amour, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où c'est beaucoup plus le cas, l'été par exemple. On voit Latif là qui a un fil de pêche qui est coincé depuis des années, c'est un petit bébé à sa caudale. Et donc je disais, c'est s'imaginer dans la peau d'un dauphin, c'est-à-dire avec un espace-temps consacré à interagir relationnellement qui est énorme par rapport à nous autres humains, énorme. Et donc, effectivement, l'intelligence relationnelle des dauphins, on voit bien le fil de pêche là, l'intelligence relationnelle des dauphins est peut-être incompréhensible de complexité pour l'intelligence humaine. Surtout quand on sait qu'un dauphin, là, je crois que la vidéo est bien finie, bientôt finie. Surtout quand on sait qu'un dauphin, son mode de communication est extrêmement complexe par rapport au mode de communication humain. Je vais vous en parler un petit peu de ce que je sais en fait. J'en sais pas non plus énormément, mais ce que je connais déjà est vraiment, vraiment intéressant, vraiment impressionnant. Donc là, ils sont vraiment, ces dauphins, en totale liberté. C'est-à-dire, ils ne sont pas enfermés quelque part. On a passé avec Eric des jours, parfois, à les chercher d'un récif à un autre, sans en voir aucun. Moi, la première semaine où j'étais là, c'est les 3 premiers jours, je crois. Les 2 jours et demi, on n'en a vu aucun. Ou alors, ils n'ont pas accepté de nager avec nous parce qu'ils étaient occupés à faire d'autres trucs.
Et donc, c'est vraiment un challenge de pouvoir être accueilli et accepté par les dauphins qui, tout d'un coup, comme ça, se mettent à s'intéresser à nous et viennent nous voir. Et hop, je vais arrêter la vidéo. Voilà. Et donc, je ne sais pas si j'ai réussi à vous rendre un petit peu avec cette vidéo magnifique de montée par Eric. Tiens, j'ai pas totalement arrêté. C'est la vidéo suivante qui se met en route. Voilà. Oui, je disais, je ne sais pas si j'ai réussi à vous montrer un petit peu, mais ouais, c'est vraiment immersif en fait d'aller voir les dauphins et de nager avec eux. Et alors, je vous disais, ça va, est-ce qu'il y a des questions? Même avec le temps qu'on passe sur Zoom, on ne les bat pas en interaction. Ok, je vais te donner un exemple, Nathalie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas encore. Ouais. Si tu veux, John Lilly, il a mis en place une expérience qui est un peu cruelle, comme toutes les autres, hein, mais qui a des mérites, encore une fois, même si elle est cruelle. C'est ce que j'ai appelé dans mon roman, c'est le chapitre 8, je crois, le téléphone des dauphins. Il a mis en place une expérience où il avait un dauphin dans un bassin et un dauphin dans un autre bassin, et ils ne pouvaient pas se voir, ils ne pouvaient pas s'entendre, vraiment dans deux bassins séparés. Et il y avait un micro et un haut-parleur dans chaque dauphin. Et du coup, ils pouvaient communiquer avec le micro, et John Lilly, il enregistrait tout ce qui se passait dans le micro. Alors des fois, il s'amusait à couper le micro pour voir si ça changeait leur dialogue, ou il s'amusait à filtrer les fréquences que l'un pouvait entendre de ce que l'autre disait. Parce qu'il savait très bien, il a mesuré pendant des années les fréquences qui sont celles de communication des dauphins. Et donc, il voyait jusqu'à quelle fréquence ça. Et c'était vraiment impressionnant de voir que, par exemple, quand le micro était ouvert, les dauphins avaient une manière de communiquer qui est très claire. Hein. Il y en a un qui parlait, l'autre l'écoutait. Et ils ne parlaient pas en même temps, en tout cas dans la même fréquence. Et ensuite, quand il avait fini de parler, l'autre commençait à parler, le premier l'écoutait. Et quand il coupait le micro, eh ben, les dauphins s'en apercevaient très rapidement et du coup, eh ben, ils arrêtaient de communiquer. Ou alors, ils pouvaient lancer leur cri, qui est le cri de Oh, t'es là, qu'est-ce qui se passe? Le allô, si vous voulez, quoi. Ils lançaient une ou deux fois et après, ils s'arrêtaient. Et quand le micro se rallumait, donc ils faisaient des essais de temps en temps, et quand le micro se rallumait, ils recommençaient à parler. Et ce dont il s'est aperçu aussi, John Lilly, c'est qu'en mesurant vraiment avec un spectrogramme et tout, les différentes fréquences, c'est que les dauphins n'avaient pas une seule fréquence sur laquelle ils communiquaient, mais plusieurs, et avec des formes de communication différentes aussi. Par exemple, il y avait la forme de communication en sifflement, il y avait celle en clic, il y avait celle aussi, donc il appelait ça les jappements, il y en avait 7 ou 8. Et il s'est aperçu qu'un dauphin pouvait communiquer avec un autre sur une fréquence, et donc le dauphin A, on va dire, il siffle, et pendant qu'il siffle, le dauphin B écoute le sifflement. Et ensuite, il répond en sifflant, et pendant qu'il siffle, le dauphin A écoute le sifflement. Mais pendant qu'il faisait ça, et de manière totalement parallèle, hein, puisqu'ils ont deux cerveaux qui sont vraiment distincts, et ils ont, a montré John Lilly, deux endroits dans leur nose, dans leur espèce de gros truc, là, la boule de devant, qui amplifie les trucs. Je vais juste couper le micro. Ils ont aussi deux endroits différents pour émettre des sons différents. Donc, pendant que la conversation se faisait avec les sifflements, eh ben, il y avait une autre conversation parallèle qui se faisait avec des clics. Et par exemple, le dauphin B, qui était en train d'écouter sagement ce que disait le dauphin A qui sifflait, pendant ce temps, il envoyait des clics. Et il a réussi à montrer, John Lilly, que tant qu'il envoyait ces clics-là, le dauphin 1 qui était en train de siffler, il ne répondait pas du tout au niveau des clics. Il écoutait patiemment. Et ensuite, il répondait avec les clics, etc., etc. Et ces deux conversations se menaient de manière simultanée. D'ailleurs, c'est comme si vous pouviez parler en stéréo à l'autre et de manière totalement. Et il a réussi à montrer aussi qu'il y avait une troisième manière de communiquer qui était de mêler les deux fréquences de manière cette fois-ci synchrone et non pas asynchrone pour produire encore une autre qualité de son qui cette fois-ci est vraiment stéréo, quoi. Et il pouvait faire tout ça en même temps en fait. Et donc, imaginez la complexité de la communication des dauphins. C'est vraiment difficile d'imaginer ça. Surtout quand on sait qu'en plus de ça, il y a encore cette espèce de sonar d'écolocalisation que les dauphins balancent. Vous savez, un peu la même chose que les chauves-souris qui, elles, sont aveugles et qui, du coup, se repèrent en balançant des fréquences vibratoires en ultrasons et elles se répercutent sur les objets et elles reviennent dans l'appareil réceptif des chauves-souris.
et elles se font une cartographie de leur environnement comme ça. Et bien, les dauphins, ils ont la même chose sous l'eau, bien qu'ils aient des yeux pour pouvoir voir. Mais ils ont aussi un appareil d'écolocalisation. En fait, ils en ont plusieurs. Hein. Enfin, en fait, ils s'adaptent. Il y a première série de clics qui est lancée très loin pour pouvoir repérer les choses qui sont très loin. Puis plus c'est près, plus ils balancent d'autres fréquences pour préciser leur écolocalisation. Et ce qui est intéressant, c'est que leur écolocalisation, premièrement, avec elles, ils peuvent aussi percer l'intérieur des corps de leurs copains, pouvoir voir ce qui se passe dedans et voir ce qui se passe dedans au niveau organique, mais aussi au niveau émotionnel pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment concrètement dans les autres qui sont dans la troupe. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que quand un dauphin il balance sa série de clics d'écolocalisation, tous les autres qui ont le même appareil que lui autour, eh ben, ils reçoivent en retour cette série de clics et ils se font une cartographie de ce que le premier perçoit aussi. C'est très différent de nous. Quand je perçois un truc, je suis le seul à percevoir. Un dauphin, quand il perçoit quelque chose, par écolocalisation, tous les autres perçoivent la même chose. Tous les autres profitent aussi de ce truc qui revient en retour. Et du coup, ils ont une idée très précise de ce qui se passe dans chacun des autres du groupe. Plus les autres ont une idée très précise aussi de ce qui se passe pour l'un quand il va lancer des clics pour aller percevoir des choses. Et du coup, ça devient très difficile de s'imaginer le degré de complexité de la relation des dauphins les uns avec les autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a certainement beaucoup de choses qui passent par ce qu'on pourrait appeler nous l'intuition, ou en tout cas l'empathie, la perception émotionnelle de ce que perçoit l'autre, et qu'ils ont peut-être certainement beaucoup moins besoin que nous de se demander est-ce que ça va là? T'es pas trop fâché contre moi? Enfin, j'imagine, hein. Vous voyez, parce que j'en sais rien en vrai, mais je peux imaginer avec tous ces outils qu'ils possèdent que les click types peuvent s'apparenter au code Morse. Alors, je ne crois pas, de mon expérience et de ce que j'ai compris de ce qu'a mené John Lilly, ce n'est pas vraiment un code Morse. Et je crois que toutes les tentatives qu'on a fait pour pouvoir trouver des phonèmes et des morphèmes, vous savez, ces unités de base en linguistique du langage humain chez les dauphins, n'ont pas abouti. C'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas par phonème et par morphème. C'est une autre modalité de communication qui est très difficile à percevoir pour nous. Mais ce qui est sûr, c'est que donc ceux qui ont été en contact avec ces dauphins assez longtemps, comme Margaret O par exemple, ou comme John Lilly, ont fini par pouvoir, et à un moment donné, il y a un passage du journal de John Lilly, c'est bien après les expériences que je raconte dans mon roman, c'est dans les années 70, où il est en question d'isolation sensorielle avec les dauphins pas très loin de lui, et où je ne sais plus comment il dit ça, mais il a l'impression de se faire percer littéralement par les clics des dauphins, et de se faire sonder de l'intérieur, et il perçoit l'image que les dauphins ont de lui, et donc il se fait traverser par tout ça. Enfin, c'est assez impressionnant quand même. Et donc je disais qu'au contact des dauphins, certainement qu'il y a de plus en plus d'intuition, de perception empathique qui peuvent comme avec les autres animaux évidemment, hein, comme avec les chevaux, pour ceux qui sont vraiment souvent avec les chevaux, ou comme avec nos chats ou nos chiens, où on finit par communiquer sur un autre mode que la communication verbale. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça s'apparente au langage morse. C'est beaucoup plus quelque chose de vibratoire, de fréquentiel. Mais honnêtement, j'ai que l'imagination pour pouvoir m'inventer des histoires là-dessus. Voilà. Donc, moi, ça m'étonne de voir que quand on est face à un dauphin qui nous regarde, comme dans la vidéo là, en fait, il n'est pas à ce moment en train de nous regarder. Il est en train de nous sonder, de nous fouiller et de faire plein d'autres choses, certainement. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Patrice Van Hersel, Le cinquième rêve, qui est un journaliste intéressant, un peu perché, mais intéressant. Du coup, ce bouquin, il est consacré aux dauphins, beaucoup, et aux expériences qui ont été menées par plein de personnes dans le monde avec les dauphins. Par exemple, les expériences d'accouchement avec les dauphins. En Russie, il y a un gars, je ne sais plus comment il s'appelle, un peu un barge, qui a pendant des années fait accoucher des femmes en Russie, dans la mer gelée de Russie, avec les dauphins. Et les dauphins étaient mais passionnés par les femmes enceintes, quoi. Ils étaient
ils étaient au taquet. Dès qu'ils sentaient qu'il y avait une femme enceinte, ils allaient vers elle, ils lui sondaient le ventre, ils l'accompagnaient dans son accouchement. C'était magnifique, quoi. Ou alors les expériences je crois qu'il s'appelle Jim Nolman. Je ne sais plus exactement où, mais vers l'Australie avec les orques. Et c'est un gars qui a pris sa guitare électrique et son ampli et qui est allé sur un Zodiac faire de la musique avec les orques. Et les orques lui répondaient. Les orques, vous savez, c'est dans la même famille que les dauphins. Les delphinidés ou je ne sais pas quoi. Les baleines aussi, hein, d'ailleurs. Et du coup, les orques lui répondaient et il a fait jazz avec les orques. Il a fait des concerts avec les orques où ils se répondaient l'un l'autre. Et quand il a découvert ça, qu'en balançant des sons, les orques lui répondaient avec le même tempo, vraiment avec même la même fréquence, ils adaptaient leur réponse à la fréquence de la guitare. Il était halluciné, le mec. Et il a passé des années comme ça à faire des concerts avec les orques en plein milieu de la mer, quoi. Trop de la balle. Donc voilà, juste pour vous donner des exemples de ce qui peut, de ce qu'on peut faire comme communication. Ah, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai envie de vous montrer, s'il n'y a pas d'autres questions, une autre vidéo. Vous les retrouvez sur YouTube en général, ces vidéos. Du coup, c'est Dominique qui m'a envoyé cette vidéo qui avait été filmée par une autre personne une semaine où j'étais pas là c'est assez explicite, je trouve, et assez intéressant de voir une scène où il y a 4 jeunes mâles qui du coup ont pénétré entre guillemets un groupe de femelles delphines. Et ça fout le bordel, hein, on le voit bien au début parce que c'est un peu la pagaille, l'agitation, le stress. Et on voit l'après-midi ces 4 mâles et une delphine. Alors, tout dépend des interprétations. J'en ai eu plein qui me sont venues, mais en tout cas, moi j'ai envie de dire que cette femelle, elle va vers les 4 mâles. Vous allez me dire ce que vous en pensez, comment vous le ressentez vous. Alors, non, c'est pas ça. Donc, je fasse comme ça déjà. Et que j'aille là. Et ensuite, là. Non, pas ici. Alors, il faut juste que j'aille. Voilà. Il ne veut pas s'enlever ma barre. Du coup, on va faire comme ça. Non, c'est pas celui-là. Bonjour à tous. J'avais envie avec cette vidéo de vous montrer une scène qui m'a particulièrement touché. Une scène donc, qui amoureuse, sexuelle. Je crois que je vais couper le son et je vais vous faire le récit moi-même. Voilà. Donc là, c'est le matin. Si je me souviens bien ce que m'a dit Dominique, c'est le matin. Et donc là, c'est le bordel hein, chez les dauphins. Vous voyez qu'ils sont super agités. Vraisemblablement, en tout cas, mon interprétation, c'est parce que le groupe des 4 mâles a rejoint les femelles. Et alors là, je vous montrais une autre vidéo qui était d'une autre fois où on voyait quand même une femelle avec son bébé. Et ça, c'est ce qu'on a vu, nous, la plupart du temps. C'est-à-dire, à cette époque, en octobre, ce n'est pas la période de la reproduction. Et du coup, ils sont quand même assez calmes, vraiment très souvent. Et là, donc, le matin, c'était quand même beaucoup plus stressé. Et donc, on les retrouve l'après-midi, ces dauphins. Et là, vous pouvez commencer à imaginer quels sont les 4 mâles. Alors, vous n'aurez plus besoin d'imaginer tout à l'heure, vous allez clairement les identifier. Mais ils sont les 4. En fait, ils sont dans la vidéo, un peu au centre, tout le temps collés les uns contre les autres. Et tous les autres dauphins qui est autour, ils sont 7 là, hein, si vous comptez bien, et ben, ce sont des femelles. Donc, il y a 4 mâles et 3 femelles. Et du coup, je vais suivre avec vous la vidéo. Donc là, on voit les 4 mâles, ils sont à l'arrière. Là, ils sont vraiment en bas maintenant. On les voit 1, 2, 3, 4. Et les autres, ce sont des femelles. Donc là, ils sont plutôt attirés par une femelle qui est maintenant juste devant eux. Et elle est sur la gauche. Vous voyez, on voit les 4 qui la suivent. Elle est en bas à gauche d'eux. Ils sont plutôt attirés. Et si vous voyez sur leur droite, il y a une autre femelle qui est en train de se laisser couler. Là, maintenant, elle est arrivée en dessous d'eux.
Et là, ils ont commencé à la repérer parce que certainement qu'elle doit peut-être balancer des signaux, des choses comme ça. Et les 4 mâles qui sont bien là au centre de l'écran, là, ils sont super émoustillés. Genre, ah ah. Et regardez, la femelle, elle s'est mise à la verticale. Et ça, c'est vraiment un moment que j'aime bien. Elle se laisse tomber sur eux, en fait. Elle se penche sur eux. Et là, il y en a 3 qui viennent la soutenir. Et donc, il y a beaucoup de caresses chez les dauphins. Du coup, celui qui est en bas, il a sorti son sexe, on le voit bien. Et là, même s'il commence à couler profondément et qu'on ne voit plus grand-chose, hop, là, il vient de pénétrer la femelle. Et les 3 autres qui la soutiennent. Alors, celui qui vient de pénétrer la femelle, il est en bas à droite, là, il va s'éloigner un peu. Et en général, dans un accouplement comme ça, la femelle, elle va être saillie ou pénétrée, comme vous voulez, par l'ensemble des 4 mâles. C'est le plus fréquent, en tout cas d'après ce que je connais. Voilà, là je vais vous montrer la scène, donc ce n'est pas la peine de la revoir, sauf si peut-être vous pouvez la re-regarder pour voir autrement. Donc là, on voit bien les 4 mâles qui sont au premier plan. C'est quand même super bien filmé, la caméra elle est vraiment juste derrière. Et là, on voit bien qu'ils sont, ils sont à fond, ils sont en train de la sonder de partout, et elle se laisse tomber en arrière comme ça. Là, vraiment, c'est le moment que je préfère. Et du coup, par contre, on peut s'imaginer, alors moi, j'étais pas là, que ça faisait déjà un moment qu'ils étaient en train de tricoter, entre guillemets, les uns avec les autres, parce que chez les dauphins, la pénétration, c'est vraiment quelques secondes. Et par contre, c'est ce qu'on appelle les préliminaires, nous autres humains, ça peut durer des heures, quoi. C'est caresses, c'est pression du rostre à différents endroits, c'est cliquetis, c'est vraiment plein comment on va dire, de préliminaires très tendres avant de. Hop, j'arrête la vidéo. Avant d'aller vers la pénétration. Voilà, j'avais envie de vous montrer cette vidéo qui m'a beaucoup touché, moi, quand je l'ai visionnée. Voilà, moi je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais envie de vous dire. À vous de jouer si vous avez des questions. Oui, juste. Je rigole parce que quand je vous dis que j'arrête de parler, je parle encore. Effectivement, dans mon roman, il y a 2-3 passages où j'ai reproduit ou essayé de reproduire ces sensations que j'avais pu avoir ou vivre en voyant par exemple cette vidéo-là ou en m'imaginant les relations entre les dauphins. Et donc, j'en ai décrit aussi de l'intérieur des dauphins. Alors, c'est encore une fois de la pure imagination, mais j'avais envie de m'imaginer ce que ça pouvait faire, cette tension sexuelle que peut éprouver un dauphin ou une delphine quand ils sont dans cette forme de relation, parce que les dauphins, vous le savez peut-être, sont quand même très sensuels, vraiment très portés sur le contact charnel et sensuel et sexuel. Et du coup, c'est aussi certaines parties du roman qui sont consacrées à ça. Pas forcément de manière hétérosexuelle. Hein. Les jeunes mâles, les quatre jeunes mâles, en général, ils sont 4 qui sont dans la bande. Ils ont des jeux sexuels assez fréquents aussi entre eux. Ils ont un apprentissage sexuel aussi qui se fait de manière, alors on pourrait dire homosexuelle, entre guillemets, avec nos concepts humains. Les femelles aussi ont des formes d'apprentissage sexuel entre elles. Donc il y a tout un tas de relations qui se créent de cette manière-là. Voilà. Si vous avez envie de me montrer vos petits visages pour que je puisse vous voir, c'est top. Si vous n'avez pas envie, c'est comme vous voulez. En tout cas, si vous voulez rallumer vos micros, c'est le moment. Oh. Yes. Yes. Du coup, Jalifié, tu as réussi à te connecter. Tout à l'heure, tu étais en train de te connecter. Serge aussi, je pense. Vous êtes avec nous aussi, c'est ça?
No answer. Alors, OK. Ah, je ne sais pas si tu as mis ton micro, Nathalie. si j'ai mis mon micro. Je ne t'entends pas, moi. Attends, en fait, je ne t'entends pas parce que j'ai le son à 0. Ah, si j'ai mis mon micro. Ça y est, c'est bon, je t'entends. T'as dit, mets ton micro, on met mon micro. Je suis plutôt sage pour une anarchiste à partir de 21h. Il est 21h14, tu as raison. Tu vois? Voilà. OK. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de me poser des questions sur ce que vous avez entendu ou d'autres détails? Non. Le livre, alors du coup, il est dans les librairies, il est où? C'est un réseau secret, privé? Ouais, c'est un Et- livre secret. Non, il va être dans les librairies. Le problème, c'est qu'en ce moment, c'est pas évident d'aller voir les librairies. Mais à Grenoble, moi, j'ai l'habitude de travailler avec 3 ou 4 librairies pour mes autres bouquins, qui sont donc l'Or du Temps, que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez un peu Grenoble. Je sais... Toi, Nathalie, tu es sur Grenoble, non? Non, je suis à Lyon, mais ma soeur, elle est à Grenoble. Ok. En tout cas, à Grenoble, je travaille avec l'Or du Temps, avec Joachim, qui est une librairie, on va dire, philosophique ésotérique, que j'aime beaucoup. Après, il est à la FNAC aussi, mais j'aime moins. Mais là, il n'y est pas encore, là, parce que je n'ai pas encore établi le contrat avec eux. Il était aussi à Artaud, je crois, et puis une autre librairie, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Après, il est sur Internet, directement sur le site de l'éditeur. Voilà. Et puis aussi, moi, j'en ai commandé un certain nombre pour pouvoir, s'il y en a qui le veulent avec une dédicace, pour pouvoir l'envoyer avec une dédicace. Ça Ah me ouais, fait un peu plus de travail, mais c'est sympa aussi c'est comme la rançon de relation. la gloire, Patrick, les dédicaces. Hein? La rançon de la gloire, les dédicaces. Elle ressemble à quoi, tu dis? C'est la rançon de la gloire. Ah, c'est la rançon de la gloire. Ouais, je sais pas, peut-être. J'ai plutôt, je l'envisage plutôt comme une relation de gratitude avec la personne à laquelle j'envoie le bouquin, vraiment une espèce de lien intime. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Ouais. J'en suis pas encore à enchaîner les dédicaces à raison de 100 par heure. Voilà. Bonsoir, lol, je vous écoute, mais suis dans le séjour avec la famille. Ok, ok. Et du coup, c'est quoi ton prénom? Jalifié. J'aime bien, moi, les prénoms. Peut-être que c'est ça ton prénom. Il va nous dire, ou elle va nous dire. Florence, voilà. Merci, Florence. Euh, qu'en penses-tu, Oussam, de tout ça? Oh, c'est excellent, hein. Merci. Moi, je pensais avoir une littérature qui présente un petit peu les dauphins et tout ça, mais et on voit à la fois une certaine littérature, mais littérature qui tend vers la scientificité. C'est ce qui est important. On découvre une autre fenêtre de la littérature, nous qui aimons la littérature, bien sûr. Hmm. Ouais. Alors, c'est vrai, Oussam, il y a un pan scientifique qui était vraiment important pour moi. Et en même temps, tu l'as compris, je pense, il y a un pan qui est ésotérique, entre guillemets. Tu vois, je mets des guillemets parce que, en fait, c'est quoi l'ésotérisme à la base? L'ésotérisme, c'est la volonté de garder secrète une connaissance qu'il ne vaut mieux pas divulguer à tout le monde, dans l'essence même de l'ésotérisme. Du coup, ça donne des pratiques qui sont effectivement plutôt sectaires, où on garde une forme de connaissance pour une élite, les francs-maçons, les choses comme ça. Et puis, il ne faut pas la divulguer à l'extérieur parce qu'on estime que cette connaissance pourrait être dangereuse. Ça, c'est la base même de l'ésotérisme. Après, ce qu'on en a fait dans le langage populaire, on dit oh là là, c'est vraiment ésotérique. Ça veut dire en gros, il y a des trucs qui sont un peu psychés dedans, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu perché. Et donc, si vous voulez, dans ce sens-là, mon bouquin est un peu ésotérique, c'est-à-dire un peu perché sur les bords, parce que quand même, je pense que je vais assez loin des fois dans les expériences paroxystiques, la communication intuitive et tout ça. Mais l'idée, c'est pas du tout d'être ésotérique au sens sectaire, quoi. Au contraire, c'est de partager le plus possible une manière d'envisager la relation. Voilà. Et donc, oui, c'est scientifique et en même temps, avec cette tendance spirituelle, je dirais perchée entre guillemets,
même si je n'aime pas trop cette appellation. Ésotérique, c'est pas ce qui est caché. C'est ça, Nathalie, pendant que tu étais partie. Oui, je m'appelle. Je en même temps. Il n'y a pas de souci. Ésotérique, c'est effectivement quelque chose qui est tenu secret pour ne pas être divulgué au plus grand nombre. C'est l'essence de l'ésotérisme. Et le contraire de l'ésotérisme, c'est l'exotérisme, c'est le fait de vouloir divulguer, diffuser à l'extérieur de soi sa connaissance. Et donc, Comme les hein, complotistes, quoi. Ils sont exotéristes. ouais. En tout cas, oui, les Illuminati, les choses comme ça. Je parlais des francs-maçons tout à l'heure. J'en ai eu déjà des francs-maçons parmi mes élèves. D'ailleurs, je me rappelle un de mes élèves que j'aimais beaucoup qui m'avait dit un jour, mais monsieur, vous êtes prof de philo? Il m'a dit oui. Et, et vous n'êtes pas franc-maçon? Je lui avais dit non, je ne crois pas. Et je ne suis pas certain qu'il fallait être franc-maçon quand on est prof de philo. Et puis j'en avais un autre aussi qui était témoin de Jéhovah. Et c'est aussi une secte, entre guillemets, ésotérique, avec un enseignement propre à l'intérieur de ce groupement religieux et qui n'est pas forcément diffusé à l'extérieur. Bon, voilà. Il n'y a pas de caméra. Si, ça va. Et toi? Diana, Oui? tu voulais communiquer? Non, juste, je voulais dire que c'est vrai que c'est très important aujourd'hui de nous rendre compte de tout le monde qui sont tous autour de nous et pas forcément avec les êtres humains, sinon aussi le monde aquatique qui est tellement vaste et tellement organisé et où on ne pourra pas imaginer son niveau d'organisation aussi pour maintenir la vie que nous ayons aujourd'hui, la vie naturelle, quoi. Ouais, Et ouais. donc, c'est très intéressant de voir ces parallèles qui te fait en décrivant cette personnalité-là, parce que je pense que ça nous manque aussi et, beaucoup d'imagination, et l'imagination fait partie aussi de pouvoir ressentir la réalité d'une façon plus, comment le dire, sensible. Hmm. Et je trouve très intéressant l'approche. Il faut acheter le livre de quoi pour bien le lire. Oui, achetez le livre. Et pour voir plus loin, voilà, et c'est vraiment. Mais non, je voulais dire juste ça que il nous manque encore de plus en plus, nous mettre aussi dans les baskets des animaux quelque part pour pouvoir les extérioriser, leur donner aussi quelque part sa place, parce que je pense que c'est aussi la méconnaissance qui fait que on ne s'intéresse pas à eux, et puis non, mais super intéressant. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Diana. Et effectivement, ce que tu pointes, et j'ai bien aussi noté la question de Serge qui dit bonsoir, j'écoute en même temps que je bricole. Pas bien, Serge. Je peux pas faire deux choses en même temps. Non, tu as le droit, il n'y a pas de souci. Je fais plein de choses comme ça, moi aussi. Récit intéressant. Patrick, y a-t-il des travaux actuels sur la communication avec les dauphins ou autres espèces? Je vais essayer de répondre après, mais j'ai peu de connaissances, alors que nous voyons ici la magnifique queue du chat de Dominique sur l'écran. Du coup, Diana, ce qui me touche et me parle aussi dans ce que tu dis, c'est cette question de l'imagination. Et vraiment, je vous pose une question philosophique. Attention, il est 21h23. Quelle est la limite entre l'imagination et la compréhension, la communication? Quelle est la limite quand j'imagine l'histoire de ces dauphins entre quelque chose qui est de l'ordre de l'invention et quelque chose qui est de l'ordre d'une réalité? C'est ça que j'ai envie aussi d'amener dans ce titre 1,5 degré. C'est que à partir du moment où j'invente invenire en latin, je fais venir quelque chose, je le rends réel en l'inventant. Et cette réalité a un impact sur ce qu'on appelle la réalité, entre guillemets, a un fort impact. Et du coup, cette forme d'imagination va peut-être transformer la réalité. Et j'ai envie aussi d'aller un peu en arrière en disant, elle vient pas de nulle part, cette imagination. Moi, j'ai tendance de plus en plus à penser que quand j'écris, maintenant, c'est jouissif pour moi de faire ça. De laisser ma plume aller. Enfin, j'ai pas de plume hein, en vrai. Hein.
c'est mes doigts sur le clavier, de laisser mes doigts aller sur le clavier et de voir ce qui sort en disant, bah, en fait, j'y suis pas trop pour grand-chose. Et ça, je kiffe, je surkiffe vraiment que les trucs, ils arrivent et que, ben, je sais pas, au début, j'avais un peu peur que ça arrive plus, qu'à un moment donné, un peu comme si le cordon ombilical, il était coupé et en fait, non. À chaque fois que je me pose devant l'ordi en écrivant un nouveau chapitre, ça revient. Et donc, il y a ce qu'on pourrait appeler de l'imagination, mais moi, j'ai envie de dire aussi, et c'est ça que travaillent ceux qui font dans la communication intuitive, notamment avec les animaux, il y a quelque chose qui est différent de l'imagination si on restreint l'imagination juste à la création d'idées qui n'existent pas. Il y a quelque chose comme de la réception, j'ai l'impression. C'est-à-dire, Mhm. voilà, je me suis fait antenne 2 secondes et j'ai reçu des trucs et je les ai formulés avec des mots et des idées humaines. Et ensuite, je vois ce que ça fait et je dis, waouh, c'est cool. C'est vraiment l'écriture intuitive. Et en fait, je crois que c'est donné à tout le monde. C'est, c'est juste, c'est trop kiffant, quoi. Si tu te mets devant un papier ou un ordi et que tu commences à écrire, c'est vraiment trop kiffant. Euh, Moi, j'ai passé des années à faire des dissertations de philosophie à des élèves avec une forme qui était bien précise, si on voulait avoir des points pour le bac, et ça me saoulait parce que ça limitait tellement leur imagination. Et j'ai des fois, il y en a qui revenaient en me disant, waouh, ces réflexions que j'ai eues, monsieur, elles étaient perchées. Et ouais, bon, je sais pas trop ce que ça va valoir, mais voilà, je vous donne ça. Et je lisais leurs trucs et je faisais, waouh, 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 waouh. Mais comment je fais pour faire rentrer ça dans une disserte de philo? Et du coup, il y en a des fois, je ne pouvais pas les noter, je ne les notais pas. Je leur disais, si je te note, tu vas avoir 5, 6, 7. Ça ne correspond pas aux critères de la philosophie. Et ça me fait trop chier de te mettre cette note. Donc, je ne te mets pas de note. Et c'est aussi très frustrant. Et donc, avoir arrêté ça, avoir arrêté de noter des trucs comme ça, putain, ça fait du bien, quoi. Et pouvoir maintenant, voilà, juste lire ou écrire, être au contact avec ce mouvement de réception. Oui, c'est liberté, quelque part. Ouais, 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 ouais. Voilà. Créer, Ouais, l'imagination, ça ne serait pas quelque chose qui préexiste en fait, mais qui n'est pas encore incarné. Tu vois ce que je veux dire? ouais, 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 ouais. Je suis bien d'accord avec toi, ouais, carrément, ouais, ouais. Je, on- c'est quelque chose, c'est dans un sas entre la pas existence et l'incarnation, l'existence, quoi. C'est les sas d'imagination, quoi. ouais, 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 où les mots sont les véhicules, du coup, de toutes Dans la ces... et avec le mot, tu as une image, avec le mot, tu as, une odeur, ça devient, et ça s'incarne, quoi. ouais. Oui, il y a 2 choses qui m'ont marqué dans mon parcours et qui ont fait que je suis là où je suis maintenant. Première chose, c'est la rencontre avec les EMistes, donc ceux qui ont fait des expériences de mort imminente et qui m'ont montré par leur récit que j'ai écouté pendant des années, qui m'ont montré des univers qu'ils avaient parcourus. Et des fois, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui est en train de me raconter, quoi? C'est invraisemblable. Et c'est incroyable la diversité de ce qu'ils ont pu vivre. Et si vous leur dites qu'ils ont imaginé ça, s'ils sont gentils, ils pleurent, s'ils sont méchants, ils vous foutent une baffe. Ça dépend de l'état dans lequel ils sont. Mais en vrai, pour eux, c'est tout sauf de l'imagination. Et donc, pouvoir percevoir toutes ces réalités qui existent peut-être à côté de nous, en dehors de nous, en parallèle de nous, c'est déjà un grand pas. Et si vous dites ça à n'importe qui, il va vous dire, OK, t'es vraiment perché. Ouais. Et ouais. Et la deuxième chose que maintenant j'ai oubliée, il y avait 2 choses, mais il y en a une, je l'ai Dans oubliée. ton parcours, qui avait Ouais, je me rappelle bien, mais la deuxième, je l'ai perdue là. Elle reviendra. sur l'univers parallèle, Ouais, ouais, peut-être. plouf, plaf, elle est partie. Bah, c'est un peu parce que ça me fait ressentir que c'est très intéressant, mais en même temps, qui, à mon avis, il faut prendre aussi avec mesure, c'est toutes les expériences aussi avec les psychotropes
qu'on peut avoir. Est-ce que jusqu'à quel moment, et ça peut être une sorte d'imagination, mais en même temps, c'est tout ce qu'on ressent, c'est un niveau sensoriel qui existe en nous, mais qui aussi, nous, on perçoit dans notre extérieur. Alors, après, c'est avec ces mesures propres, bien évidemment, parce que quelque part, c'est une expérience qui peut toucher énormément la sensibilité et puis les peurs aussi que nous, on peut avoir dans notre condition humaine et faire de très mauvais voyages ou faire de très bons voyages où on peut apprendre différemment de notre réalité. Mais c'est vrai que voilà, l'imagination, c'est une vraie question. C'est d'où elle vient. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on invente? Mais comment on a inventé ce qu'on ressent, qu'on a vécu déjà ou qu'on a besoin de transmettre? Donc, Ouais, ouais, je suis ouais, voilà. d'accord. Si tu me lances sur le sujet des psychotropes, on n'a pas fini la soirée, Daniela. Mais c'est intéressant de remarquer que psychotrope, ça vient du grec psyché, qui est l'âme, et tropos, c'est le lieu. Le psychotrope, c'est le lieu de l'âme. C'est intéressant. Comme je vous disais tout à l'heure, psychédélique, psyché, délios, c'est celui qui révèle l'âme. Et du Mhm, coup, ces psychotropes, alors ils peuvent être chimiques ou naturels. Chimiques, moi, je suis moins fan parce que dans mes croyances, dès lors que tu abstrait une substance chimique, une molécule de la totalité dans laquelle elle était présente à l'état naturel, alors tu enlèves une chose, une grande partie du travail qui pourrait être accompli si jamais tu étais au contact avec la totalité, la plante ou le champignon ou n'importe quoi. Par exemple, la mescaline qu'a pris Aldous Huxley pendant les 10 dernières années de sa vie, c'est la substance active qui est tirée du cactus peyote ou du San Pedro. C'est la même substance active. Eh ben, le cactus peyote, pour les Amérindiens, pour les Mexicains, euh, c'est un enseignant. Et donc, on peut communiquer avec lui quand on ingurgite le cactus. Et il est là pour nous enseigner des choses. Il a une conscience, il a une psyché, il intervient avec nous. Et il est vraiment là pour nous apprendre des choses. Déjà, il commence par nous faire vomir, parce que c'est franchement dégueulasse, et que du coup, ça purge énormément. Ce qui n'est pas le cas avec la mescaline. Tu te soulages de la purge initiale, ce qui n'est pas forcément mhm, bien. Et puis ensuite, vraiment, il interagit avec nous. Donc, on n'est pas face à une substance chimique. On est face à un être naturel avec lequel on communique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et quand on passe de là à l'ingurgitation d'une substance, que ce soit le LSD, le DMT, la mescaline, tout ce que vous voulez, eh ben, on est juste face à une petite partie du paysage qui nous est offert, mais plus vraiment face à cette conscience naturelle qui fait un bout du voyage avec nous. Et donc, moi, pour être très sincère, j'ai jamais pris de substance chimique parce que je suis pas OK pour faire ce travail-là pour l'instant. J'ai pris des champignons, de l'ayahuasca, de l'iboga, du San Pedro, des choses comme ça, dans des cérémonies initiatiques, évidemment, avec des chamans qui t'ancrent au sol aussi, mais pas de substance chimique. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis que c'est un autre trip, un autre voyage. Que pour moi, dans l'univers chamanique, c'est plus intéressant d'être face à la conscience unitaire et totale avec laquelle on va communiquer. Que ce soit un animal, une plante, un rocher, une pierre, pour ceux qui font dans la lithothérapie, évidemment. Je peux aussi communiquer avec, enfin, je dis évidemment, ça n'est peut-être pas pour tout le monde, mais avec une pierre. Voilà. Peut-être la démarche que tu décris avec des plantes et un chaman, c'est de rentrer en communication avec soi et avec le monde, alors que souvent la chimie, elle est quand même utilisée plutôt pour s'oublier, quoi. Tu vois. Ouais, l'idée c'est de faire un voyage psychédélique. Donc, waouh, on va visiter plein d'univers. Mais en vrai, ce que m'ont appris les EMistes, que je voulais aussi montrer dans le roman, et que j'ai montré dans le roman, c'est que tu voyages jamais très loin à l'extérieur de toi. Et qu'en fait, plus tu penses aller loin à l'extérieur de toi, dans un voyage aux frontières de la mort, plus en réalité tu rentres à l'intérieur de toi. Et tu rentres dans ta profondeur. Et donc, pouvoir apercevoir ça et se permettre de faire le voyage en conscience, que en fait, je visite mon intérieur. Et vu que c'est du fractal, mon intérieur, c'est l'univers, tout aussi bien. Pouvoir se permettre de voir ça, c'est super intéressant comme type de voyage.
Je me suis souvenu, hein, pendant que je vous parlais, du deuxième truc dont je voulais vous parler. Très bien. Comme ça, on reste pas avec la doute. Ouais. Oui, je voulais vous parler des dialogues avec l'ange, en fait, que j'ai découvert il y a quelques années, qui est un ouvrage magnifique que je vous conseille. C'est et voilà, j'ai perdu le nom de la personne qui l'a écrit. Plaf, 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 plaf. Bon, bref, vous tapez dialogue avec l'ange sur Internet. C'est 4 personnes pendant la Seconde Guerre mondiale qui 3 étaient juives et une était polonaise. Enfin, les 4 étaient polonaises, mais il y en a une qui était pas juive et qui du coup a pas fini dans les camps de concentration. Les 3 autres ont fini dans les camps de concentration. Et puis un jour, comme ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'imminence de la déportation, il y en a une qui a dit tiens, maintenant, c'est plus moi qui parle. Et donc, elle s'est mise à. Elle était pas en transe. Elle était hyper éveillée et elle s'est mise à délivrer les messages d'un ange. Et du coup, ben, toutes les semaines, le vendredi à la même heure, les anges, et merci Diana Gita Malaz, c'est celle qui n'était pas juive et qui a survécu. Toutes les semaines, les anges sont venus enseigner des choses à ces personnes et toutes les semaines, ils notaient tout. Et Gita Malaz a gardé toutes les notes et une trentaine d'années plus tard, elle a publié ça, donc bien après quand même avoir noté tout ça. Et puis voilà, on découvre aussi au fur et à mesure du roman l'imminence du danger qui arrive. On découvre à la fin du roman, après je crois pas que c'est dans le premier roman qu'elle a écrit, mais enfin c'est pas un roman, c'est un dialogue quoi. On découvre la déportation, on découvre ce qui arrive à Anna, à Lily, elle s'appelle, je crois, la deuxième, et puis Joseph, et donc voilà, et Gita, c'est la quatrième. On découvre ce qui leur arrive dans les camps de concentration, et on a l'enseignement des anges. Et ça, quand j'ai ouvert ce bouquin, j'ai chialé à la première page en me disant waouh, un peu comme si c'était ok, t'es à la maison. Et c'était vraiment magnifique. Et c'est un bouquin super joli. Pourquoi je dis ça? Parce que la question de l'imagination. Vous voyez, la question c'est est-ce que Anna a imaginé tout ça? Parce que il y avait que elle qui faisait le médium, si vous voulez, l'interface entre les anges et les humains. Est-ce qu'elle a inventé tout ça? Moi, ma réponse, c'est on s'en fout total, quoi. Je m'en fous total. Est-ce qu'elle a juste fait dialoguer son inconscient? Est-ce qu'elle a communiqué avec une autre forme de réalité? Je m'en fiche. Le dialogue est tellement beau, les messages sont tellement clairs. Est-ce qu'il touche? Est-ce qu'il ne touche pas? Voilà. C'est la même chose que j'avais envie de présenter dans mon roman. C'est si ça peut toucher des gens, alors je suis méga super content. Moi, ça m'a touché de l'avoir écrit et du coup, j'étais content aussi d'avoir reçu ça. S'il y a d'autres personnes qui peuvent aussi, en qui ça peut résonner, je suis méga content. Voilà, c'était juste. Et je suis loin de me mettre à la hauteur de cette capacité qu'avait Anna de vraiment recevoir et transcrire les messages des anges. Il y en a de plus en plus sur Internet qui font ça maintenant, du channeling en direct. Et c'est super intéressant aussi. Voilà. Ok. Oui, alors la question de Serge, y a-t-il des travaux actuels sur la communication avec les dauphins ou d'autres espèces? Serge, au risque de te décevoir, est-ce qu'il est encore là? Non, il n'est plus là. Pas trop à ma connaissance. Il y a tous les travaux qui sont menés par, comment elle s'appelle toi, tu dois savoir, Dominique, la collègue d'Eric qui est à Hurghada aussi, là, qui travaille là-bas. Si tu te rappelles de son. J'ai entendu. Angela Ouais, Zitounel. Angela, merci. Merci, Dominique. J'ai entendu parler d'Angela encore récemment. Il y a eu une magnifique reportage qui a été tourné par. Alors, je crois que c'est avec les studios Disney ou un truc comme ça. C'est un peu. Mais où ils sont allés voir Angela, du coup, et les études qu'elle fait sur éthologique, sur les dauphins de. Salut Nathalie! Sur les dauphins de la. Salut, salut, bonne soirée! De la mer Rouge. Je ne suis pas au courant des résultats de ces études actuelles. Je n'ai pas trop connaissance d'autres études qui se fassent en ce moment.
Je suis assez étonné, à vrai dire, de la pauvreté dans l'histoire de l'éthologie, de la pauvreté des études sur les dauphins. Il y a vraiment, vraiment, je me suis renseigné, pourtant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose, grand-chose. Il y a 2-3 études sur les dauphins en captivité. Grégory Bateson, à l'époque, a fait des études sur la communication des dauphins. Mais sur les dauphins en liberté, pas grand-chose. Ok. Moi aussi, je ne vais pas tarder à vous laisser. Est-ce que vous avez encore des questions? C'est qui Petku Maria M? Est-ce que tu es là? Ou pas? Ok. Oui, c'est trop bien. C'est comme quand tu fais du spiritisme. Tu te mets autour d'une table et esprit, si tu es là, frappe 3 fois. Et là, tu as Maria qui répond oui. La puissance de Internet. Ok, cool, cool. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ah, j'ai envie de vous montrer une petite vidéo pour finir. Ouais, Dominique, non, tu Oui. veux... En quoi ça aurait été différent ton livre si tu n'étais pas allé voir les dauphins à Hurghada? Waouh, la question difficile. Alors, s'il y a 2 choses, je crois, Dominique, qui auraient été différentes. La première, c'est que peut-être il n'aurait pas vu le jour. parce que parce que je doute quand même en général et que là, il y avait une sorte d'évidence en revenant d'Égypte et une envie d'écrire folle pour me libérer des émotions qui m'avaient. Et donc, la deuxième chose, c'est que cette motivation m'a suivi. Moi, je suis quelqu'un qui est. Il faut que ça bouge pour que je garde ma motivation. Et du coup, écrire un roman, vous allez me dire, en 4 mois, c'est pas très long. Il y en a, ils mettent des années. Mais moi, j'ai du mal. Il y a 4-5 ans, quand j'ai écrit mon premier bouquin, il fait 750 pages et je l'ai écrit en 8 mois. Parce que je m'y mettais tous les jours, il fallait que ça avance. Et donc là, ce qui m'a motivé à continuer à écrire, c'était aussi cette rencontre avec les dauphins. Ça, voilà. Après, ben, tu sais, Dominique, ça a changé tellement de choses au niveau, par exemple, de tout ce que j'ai appris d'Eric, de, aussi de ces scènes avec les dauphins, de cette relation. Ça a changé tellement de choses. Ouais. Sur le bateau, j'étais tout le temps en train de lire le bouquin de Lily. Et je ne sais pas si tu te rappelles, j'étais souvent, enfin, je ne sais pas si je le montrais trop, mais j'étais pas bien hein, quand même hein, à la lecture de tout ce qui se passait dans les expériences avec les dauphins, à la lecture des absurdités enfin, il y avait plein de trucs, tellement de trucs, j'ai l'impression qu'ils n'avaient rien compris sans être hautain, mais genre à vouloir apprendre l'anglais aux dauphins, au jour le jour, les récits de Margaret. C'était difficile pour moi d'être à la fois dans cette expérience de lecture qui était douloureuse et en même temps avec les dauphins à côté. C'était un sacré challenge. Et du coup, c'est ça aussi que j'ai voulu rendre à mon retour. C'est ces 2 côtés, quoi. Le côté de la bêtise des fois, mais gentille, enfin, la bêtise par ignorance qu'on peut avoir dans nos expériences avec les dauphins notamment ou avec les autres humains. Et d'un autre côté, la magie de la relation avec le dauphin quand il nous enseigne des trucs. Voilà. Et tu leur en parlais sous l'eau aux dauphins de ce qu'on leur avait. Non, non, sous l'eau, j'étais comme un enfant. Non, sous l'eau, j'étais mort de faim en vrai. Et puis j'avais envie d'aller. En fait, j'étais frustré sous l'eau. Enfin, toi aussi certainement et tout le monde. J'étais frustré parce que en vrai, j'aurais voulu nager avec eux comme un dauphin, quoi. Et je pouvais pas parce que déjà Eric et il le faisait très bien. Il nous limitait pour pas qu'on aille trop les faire chier et qu'on reste en groupe.
Et aussi parce que c'est un fantasme d'enfant peut-être irréalisable de vouloir faire style on est un dauphin, alors qu'en fait, j'en suis pas un. Je suis un être humain. Mais c'est vrai que quand j'étais avec eux, je sentais plus mon apnée et j'avais juste envie d'aller les rejoindre. À un moment donné, j'ai suivi les dauphins là, sur quelques centaines de mètres. Puis ensuite, il est venu me récupérer, Eric. Et puis, je voyais bien qu'il ne fallait pas que je continue parce qu'autrement, ben, c'était genre du harcèlement. Et je ne savais pas si c'était du harcèlement ou s'ils m'acceptaient, mais j'étais à leur côté, sous l'eau, je palmais en dauphin et ils étaient là. Et je crois que c'était un super moment pour moi aussi. Ouais. Et après, je me suis dit, ouais, mais du coup, tu as quitté le groupe, tu as fait ça tout seul. Donc, c'était pas évident. Donc non, je n'ai pas pensé à communiquer avec eux comme ça, j'étais juste dans l'ébahissement. Hmm. Ouais. Ouais, ouais. Et puis du coup, l'envie d'y retourner. C'est sûr. Hmm. Et j'appréhende un petit peu parce que l'année prochaine, du coup, comme tu le sais, je crois, je vais tenter une autre expérience avec une autre personne que je connais qui est belge et qui, elle, fait un travail aussi avec les dauphins d'une autre manière, pas les mêmes, les spinners, dans la baie de… C'est marrant, j'arrive pas à retenir le nom de cette baie, mais bon. Ouais, je l'ai perdue. Et du coup, c'est aussi une manière de pouvoir mener avec Sophie notre travail de respiration et de constellation et de pouvoir essayer d'intégrer ça avec la nage avec les dauphins. Mais j'ai un peu peur parce que ben, c'est l'endroit le plus touristique de la mer Rouge. Et même si elle est très éthique dans sa relation aux dauphins, il y en a plein d'autres qui ne le sont pas. Et j'ai peur de ce que je vais voir. J'ai peur de ce que je vais pas aimer. J'ai peur de ce que je pourrais faire ou dire, je sais pas. Donc on verra. C'est un challenge. Et puis c'est pas les mêmes dauphins. Ouais. Ils n'ont pas le même caractère. Je voulais vous montrer une petite vidéo pour finir. Je vous ai dit. C'est une vidéo qui m'a. Il y en a plein qui m'ont bien intéressé sur Internet. Vous la trouvez sur YouTube. Ah ouais, parce qu'en fait, je décris des scènes de chasse de dauphins dans le roman, dans le premier chapitre surtout, qui sont super intéressantes, notamment la chasse à bulles. J'ai jamais trouvé de vidéo de chasse à bulles. Je crois pas avoir inventé la chasse à bulles, mais en tout cas, je l'ai peut-être romancé un petit peu. C'est les dauphins qui tournoient sous l'eau autour des bancs de poissons qui réunissent. Et en fait, ils lâchent des bulles comme ça. Et les bulles, elles remontent, elles font un cylindre et elles entourent les poissons dans ce cylindre. Et vu qu'elles remontent jusqu'à la surface, ben, les poissons, ils remontent avec les bulles. Les dauphins, ils les suivent par en dessous. Et après, tu as des dauphins qui sont de chaque côté du cylindre à la surface. Et alors, soit il y en a qui vont traverser le groupe de poissons qui ont été condensés par les bulles tout autour et ils n'ont plus qu'à se servir. Soit il y a des poissons qui sont apeurés et qui sautent par-dessus l'eau pour échapper à ce mur de bulles. Et les dauphins, ils attendent la gueule ouverte que les poissons leur tombent dessus. C'est trop marrant. Ils sont super organisés. Et j'ai pas trouvé ça sur Internet, jamais de vidéos. Mais j'ai trouvé des vidéos qui sont assez proches où les dauphins, dans des zones très peu profondes, ils font des murs vous allez voir des murs comment on va dire, de remous d'eau et de vases pour entourer les poissons. Et après, il y en a qui se mettent autour et les poissons, ils sautent dans leur gueule, quoi. Ils ont juste qu'à se servir. C'est vraiment une technique super intelligente. Et je trouve que leur coordination, elle est impressionnante. Je voulais juste vous montrer cette vidéo pour finir. Et puis, ce n'est pas la seule technique de chasse des dauphins, il y en a vraiment plein. Mais celle-là, elle est méga intéressante. Alors, je crois que c'est celle-là. Ouais. Par de violents coups de queue, ce grand dauphin remue les fonds marins. En décrivant des cercles, il crée un anneau de vase qui va s'élargissant autour d'un banc de poissons. Un filet de pêche tissé par l'ami, en quelque sorte. Et là, il y a ses copains qui arrivent. Le filet se resserre peu à peu autour des poissons, qui n'ont alors plus qu'une seule issue, le bec des dauphins, qui patiente à la surface.
voici une autre espèce. Et franchement, je trouve ça trop marrant. Alors là, c'est vraiment un petit extrait vidéo, mais je trouve ça trop marrant. C'est cette organisation qu'ils ont. Et en fait, ça, c'est pas une technique innée, c'est une technique acquise et transmise culturellement dans certains groupes de dauphins. Et elle est évidemment appropriée à un certain environnement. Et du coup, ils se la prennent de génération en génération. Et juste, je vous en montre une autre, une dernière qui est intéressante aussi, que vous connaissez peut-être, c'est la technique de l'échouage. Sur la côte est des États-Unis, dans un estuaire de Caroline du Sud, un groupe de prédateurs s'apprête à s'aventurer hors de son habitat naturel. Alors j'aime bien les remarques, un groupe de prédateurs, les dauphins. Et alors là, la technique de l'échouage, elle est vachement dangereuse. Et du coup, faut vraiment y aller subtilement. En fait, ils encerclent les poissons. Ces dauphins ont mis au point une technique de chasse unique. Ils encerclent les poissons et ils les poussent vers la rive, qui est bien boueuse. Et du coup, ils y vont aussi au forcing et ils vont s'échouer avec tous les poissons qui sont devant eux et qui s'échouent avec eux. Et après, ils n'ont plus qu'à attendre que les poissons ils retombent. Ils essayent de retourner dans le fleuve et du coup, ils les chopent au passage. Et du coup, ils sont à moitié échoués, les dauphins aussi. Et s'ils s'échouent trop, ils ne peuvent plus repartir. De l'intelligence et beaucoup de synchronisation. S'échouer de cette façon et volontairement reste délicat et risqué. Bon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les orques font la même chose à l'autre bout du monde, ces techniques d'échouage qu'ils enseignent de mère en fils ou de mère en fille avec d'autres poissons ou même des fois avec des petits phoques. Donc, c'est assez intéressant de voir quelles sont les techniques qu'ils peuvent mettre en place. Voilà. Eh bien, moi, je vais me coucher. Je vous souhaite une… Ça va, Sarah? Ouais, ça va. Cool. Ok. Je vais y aller. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. De toute manière, si vous avez des questions, vous avez aussi mon Facebook. Vous pouvez communiquer. Et puis, je vous remercie d'avoir participé à cette petite soirée, de m'avoir accompagné dans le monde des dauphins, que j'avais envie de vous faire découvrir un petit peu, juste à ma hauteur. Salut à tous. Au revoir tout le monde. Bonne soirée, Dominique. De t'écouter. Ouais, il y a ton chat aussi qui a bien tout écouté. Hein. Il a faim, je pense. Ouais, il est en train de se dire, bon, c'est quand qu'elle me donne à manger? Bonsoir Sarah, bonsoir Oussam, bonne soirée Diana. Bonne nuit. On recommunique Diana pour parler de la philothérapie. When you want. Bonsoir Oussam, merci à toi. Très bien, bonne soirée. C'était très génial, merci Oussam. Et bonne soirée Maria. Bonsoir et au revoir. Salut. Salut. Salut Oussam.